Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. On est à Mars Technologies et aujourd'hui on a organisé un webinaire pour parler de notre technologie qui s'attaque aux PFAS dans le sol. Je suis Aline Jordens, je suis Innovation Manager chez Amherst Technologies et à ma droite nous avons Yann Amherst, fondateur d'Amherst Technologies. Bonjour Aline, bonjour. Bonjour Yann. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va discuter du coup de cette technologie contre les PFAS. Et nous vous invitons à poser toutes vos questions dans la partie questions-réponses qu'il y a au-dessus de votre écran. Et donc Yann et moi, nous allons discuter pendant une vingtaine de minutes et après, on s'adressera à toutes les questions éventuelles que vous pouvez avoir. Voilà. Alors, on va démarrer dès maintenant. Je vais commencer juste par une légère introduction sur notre entreprise. Donc, comme je vous ai dit en introduction, nous sommes Amherst Technologies. Nous sommes une entreprise qui faisons de la désorption thermique. On vous expliquera un peu plus ce que c'est dans la suite de la présentation des sols, de la présentation. Mais donc, on fait de la dépollution des sols. Nous sommes basés en Belgique. À Bruxelles, mais nous avons aussi un centre de recherche et développement à Nivelles. Nous travaillons en tant que fournisseurs de technologies dans le monde entier, donc nous travaillons avec des partenaires partout dans le monde et nous effectuons nos propres chantiers de dépollution dans le Benelux. Donc vraiment, pourquoi nous venons, pourquoi nous nous levons le matin, c'est pour innover pour votre et notre futur. Nos valeurs sont que nous sommes engagés, nous sommes innovants pour une planète plus propre et nous sommes uniques et unis. Ça, c'est nous, donc une septantaine de personnes de 21 pays d'origine différents et avec une moyenne d'âge plutôt jeune, à l'exception de quelques dinosaures. Merci, merci. Et voilà, et comme je vous ai dit, nous travaillons dans le monde entier, nous avons des chantiers de dépollution partout dans le monde. Nous avons déjà effectué quasi une centaine de projets qui sont bien terminés, donc c'est parfait. Donc rentrons directement dans le vif du sujet. Yann, qu'est-ce que c'est que les PFAS? Bien, ben merci Aline. Et effectivement, le but de cette petite présentation, enfin de ce webinaire aujourd'hui, c'était de rentrer un peu dans le vif du sujet en introduisant d'abord ce que sont les PFAS et pourquoi c'est un problème, et ensuite on va voir la solution qu'on y a apportée en ce qui concerne, en tout cas une partie de la solution qu'on a apportée. Alors, je vais peut-être commencer simplement. Les PFAS, on en a dans la vie de tous les jours. C'est un produit qui a été inventé, enfin, qui a été commencé à être produit dans les années 50-60, et on les retrouve dans nos vestes imperméables, dans les poêles anti-adhésives, mais surtout dans les mousses anti-incendie. Et donc, au final, c'était des produits qui avaient des grandes propriétés, des très bonnes propriétés au niveau des produits, et dont on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça que malheureusement, ils avaient aussi des énormes effets toxicologiques. Je ne vais pas rentrer dans la toxicologie, je ne suis pas toxicologue, mais les scientifiques toxicologues nous disent que c'est des produits qui sont potentiellement cancérigènes, qui sont des perturbateurs endocriniens, enfin, donc qui causent énormément de dommages sur notre santé. On n'est pas là pour parler de ça, mais on est là pour dire, nous, on n'est pas une boîte de scientifiques, comme tu sais, on est une boîte d'ingénieurs, donc on regarde ce qui se passe, on dit comment est-ce qu'on peut régler ce problème. Et quand on voit où se trouvent les PFAS dans le monde, il y a les produits qu'on a faits, et quand on regarde les produits qu'on a faits, en Europe, il y a une vingtaine de sites qui ont produit des PFAS, donc des molécules. Après ça, il y a des centaines d'autres sites qui les ont transformés. Quand on prend l'exemple bien connu d'une poêle anti-adhésive, il y a l'usine qui fabrique la molécule, et puis il y a l'usine qui fabrique la poêle et qui applique la molécule. C'est pareil dans les cartons à pizza où on a un petit film de PFAS, c'est pareil, il y a des usines, ça c'est la liste des usines qui les créent, et puis après il y en a d'autres qui vont forcément les mettre en œuvre. Donc effectivement, on en a beaucoup. Pour donner une idée, il y a eu un jugement qui est très 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 récent, il y a 4 ou 5 jours, je crois, en Italie, c'est la première fois, en Europe, un producteur, là maintenant, a été mis en cause, c'est Miteni, donc c'est un producteur dans cette liste de PFAS, avec un jugement assez sévère, en tout cas au niveau du tribunal de première instance, 141 années de prison pour les 11 dirigeants employés et anciens employés, y compris des dirigeants au Japon de Mitsubishi, et puis effectivement, beaucoup de condamnations civiles en argent. Effectivement, la pollution
de cette usine avait touché 350 000 personnes. Et comment est-ce qu'il avait touché? Et c'est là qu'on rentre maintenant un peu dans le vif du sujet. Quand une usine produit des PFAS et les met en œuvre, il y a une partie de pollution qui se retrouve dans l'air, on verra comment. Il y a une partie de la pollution qui se retrouve dans l'eau parce qu'elle relargue des eaux qui contiennent ces produits et on va les trouver dans les eaux usées. Et puis, in fine, dans le sol en dessous ou à proximité de l'usine, ce sol lui-même transférant les PFAS petit à petit vers l'eau souterraine, les eaux de surface et finalement l'eau qu'on boit. Donc ça, c'est un peu le circuit que les PFAS vont prendre, la source étant souvent l'usine où on la produit, où on la met en œuvre, et puis les sources secondaires, on verra, ça peut aussi être la décharge, là où on a fini les produits qu'on utilise et qu'on a mis. Donc ça, c'est le circuit. On va ça. Quelle a été la réponse, on va dire, jusqu'à présent au PFAS quand les gens se rendent compte du problème? Ben, forcément, ils crient en disant c'est pas possible. Comment ça se fait que dans l'eau qu'on boit, j'ai très soif parce qu'il fait très chaud. Dans l'eau qu'on boit, il y a des PFAS, il y en a dans notre sang, on en a partout. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a deux réponses. La première simple, celle de bon sens, qui était de dire arrêtons de produire ces produits qui ne sont pas essentiels. C'est l'interdiction des usages non essentiels des PFAS. Aujourd'hui, on n'y est pas. La Commission a pris des initiatives, etc. Cette proposition est toujours bloquée au niveau européen, principalement par le lobby de l'industrie chimique qui ne veut pas qu'on interdise cette classe de produits. Mais bon, on y arrivera peut-être un jour. Aujourd'hui, sachez qu'on en produit encore toujours beaucoup. Et la deuxième réponse immédiate, un peu logique, était de dire, bah, on va filtrer l'eau qu'on boit. Donc avant qu'on la boive, si on peut déjà filtrer pour enlever la plus grande partie des PFAS, et c'est ce qu'on a fait aussi. Mais ça n'est pas suffisant parce qu'en réalité, et comme on le verra, la plus grande majorité des PFAS qui se trouvent dans l'environnement se trouvent dans les sols. Ok, super intéressant. Mais du coup, ce que je comprends pas trop, on parle beaucoup de filtrer les eaux, comme tu as dit. Donc pourquoi est-ce qu'il est vraiment important de traiter les sols? Mais c'est important de traiter les sols parce que, comme tu le vois ici, le sol, quand on parle d'environnement, maintenant, c'est la source principale. Et je vais y venir. Et effectivement, la question pourquoi est-ce qu'on traite les sols, c'est parce que la quantité de PFAS est beaucoup plus importante dans les sols que dans l'eau ou dans l'air. Et je parle bien en quantité de PFAS. Mais il faut bien comprendre que ça ne veut pas dire en quantité d'eau impactée par les PFAS. Et pour ça, il faut qu'on comprenne que quand je prends une tonne de terre qui contient 1000 microgrammes, c'est-à-dire ce qu'on va trouver comme concentration en dessous d'un centre d'exercice de pompiers, par exemple, sur un aéroport ou sur une caserne, etc., qui est une des causes principales de propagation des PFAS dans l'environnement. Pourquoi? Parce que ces mousses contiennent beaucoup de PFAS, ou contenaient, maintenant il y a des mousses sans PFAS, mais contiennent beaucoup de PFAS. Et qu'est-ce qu'on fait dans un centre d'exercice de pompiers? On met le feu, on asperge de mousse, on éteint le feu, et où finissent ces mousses? Toujours dans le sol. Donc, si on prend une tonne de sol, c'est pas beaucoup une tonne de sol, c'est à peu près, dans un mètre cube, il y a 2 tonnes, donc c'est un demi-mètre cube de sol. Bien, en réalité, on peut impacter 100 000 mètres cubes d'eau. Parce que la concentration qu'on estime saine, alors on peut discuter sur les normes, c'est pas nous qui les faisons, mais si on prend 10 nanogrammes, qui est à peu près la norme pour les eaux, la norme européenne est à 100 nanogrammes, il y a des pays qui sont à 2, enfin, disons 100 nanogrammes, mais forcément, 100 nanogrammes, c'est pas beaucoup en quantité, donc mais par contre, 1000 microgrammes dans une tonne, c'est beaucoup. Et donc, une tonne de sol impacte 100 000 mètres cubes d'eau. Et donc, évidemment, ça commence à avoir du sens de dire, ben, ça serait peut-être plus malin de s'attaquer à la tonne de sol plutôt qu'à s'attaquer à 100 000 mètres cubes d'eau. À titre de précaution, on a filtré les eaux, mais en réalité, si on continue comme ça, on est parti pour 1000, 2000, 3000 ans. Parce que si on n'épuise pas la source, si on ne va pas traiter la source, ben on est contraint à traiter ça. Donc, notre approche a été de s'attaquer à cette tonne de sol. Comment est-ce qu'on peut traiter le sol maintenant? Comment est-ce qu'on peut éliminer la source? Et si tu veux, regarde un peu c'est un même schéma qui est assez connu ici. Vous avez vu où on voit effectivement le cycle des PFAS. Et in fine, c'est nous qui devons être protégés, mais le stock se trouve réellement dans les sols sur les sources. Donc je parle vraiment des centres de pompiers, des aéroports, des usines qui fabriquent, des usines qui appliquent. Ça, c'est vraiment là les usines où on a des extincteurs, des choses comme ça. Et puis, il y a eu des sources secondaires. Une malheureuse qui a été qu'effectivement, quand on a ramené tous les déchets avec des PFAS dans les stations d'épuration, elles ont commencé à s'accumuler dans les boues.
Et avant qu'on se préoccupe des PFAS, qu'est-ce qu'on fait avec les boues? On va les épandre sur toutes les terres agricoles, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des PFAS sur toutes nos terres agricoles. C'est des faibles concentrations, ce n'est pas des sources, mais ça reste quand même une façon d'avoir disséminé les PFAS partout dans la nature. Et je finis encore un dernier point. Pourquoi? Et ça, c'est un tout petit peu technique, mais parce que les PFAS sont des molécules géniales, mais si on est chimiste, parce qu'elles vont se mettre aux interfaces. Et donc, c'est quand on a une interface, c'est quoi? C'est la séparation, par exemple, entre l'eau et l'air. Et donc, elles vont se mettre là. C'est pour ça qu'elles éteignent si bien le feu. C'est qu'il y a une partie qui va se mettre sur l'huile, une partie qui va se mettre sur l'eau, elles vont faire le lien entre les deux, donc on va éteindre le feu. C'est pour ça qu'elles rendent nos vestes imperméables, parce qu'elles vont forcément se mettre aux interfaces. C'est pour ça que la pizza ne colle pas, parce que le PFAS se met aux interfaces. À gauche, j'essaie de représenter un sol non saturé, c'est-à-dire un sol dans lequel il y a un peu d'humidité, mais qui n'est pas une nappe. Une nappe, c'est jamais qu'un sol comme une éponge, mais qui est complètement saturé en eau, qui est plein d'eau. Eh bien, dans cette partie non saturée du sol, on voit qu'il y a beaucoup plus d'interfaces. Comme il y a beaucoup plus d'interfaces, il y a beaucoup plus d'endroits pour les PFAS pour se mettre. Alors que dans une nappe, il y a beaucoup moins d'interfaces. Et donc, forcément, il y a beaucoup moins de PFAS. Donc, pour avoir la même quantité de PFAS, il faut beaucoup plus d'eau que quand on a un système complètement mixte avec plein d'air et donc plein d'interfaces. C'est pour ça qu'il y en a en fait beaucoup plus dans la nature, dans les sols, dans la nature transformée vers l'homme, hein, mais dans les sols que dans l'eau, en masse. Ok, super intéressant. Donc, tu viens de nous dire vraiment pourquoi il était important de traiter les sols, mais donc, comment est-ce qu'on traite les sols aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, je ne m'occupe pas, je ne traite pas les eaux ni les déchets, mais comment est-ce qu'on traite les sols? On va parler de l'état de l'art. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans l'état de l'art hop là, je ne sais pas pourquoi c'est passé un peu rapidement, mais dans l'état de l'art aujourd'hui, on va regarder trois choses. On va regarder comment est-ce qu'on peut traiter un sol en maintenant ses fonctions. Si on a un sol, il a des tas de fonctions. Le sol, il a des fonctions de purification, il a des fonctions de stockage de carbone, il a des fonctions de biodiversité, etc. Donc, il a ses fonctions. Quand on traite un sol, il faut essayer de maintenir au maximum ses fonctions du sol. D'accord? La deuxième chose qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un système qui permet de traiter les sols de manière abordable. Parce que si on ne fait pas ça, ça ne sert à rien, c'est de la science, c'est pas de la technique, et c'est des trucs qui ne sont pas appliqués. Si c'est trop cher, personne ne le fait. Et enfin, et c'est le point essentiel ici, il faut traiter les sols de manière à détruire les PFAS. Et on parlera tout à l'heure non seulement détruire les PFAS, mais détruire les chaînes courtes. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que les techniques d'aujourd'hui sont toutes sont toutes parfois abordables, parfois pas, maintiennent ou maintiennent pas les fonctions du sol, mais en tout cas ne détruisent pas les chaînes, ne détruisent pas les PFAS. Par exemple, la technique la plus commune, c'est l'enfouissement. On a un sol avec un PFAS, on l'excave et on va le mettre ailleurs. C'est magnifique parce que c'est pas très cher. Et puis, si c'est ton terrain, après, c'est plus ton problème, c'est le problème de quelqu'un d'autre. Donc, pour le propriétaire du terrain, il s'est débarrassé du problème. Pour nous, en tant que société, on a toujours le même problème, il a juste été déplacé. Est-ce que c'est vraiment de la dépollution? Non, mais ça reste la majorité, aujourd'hui, 70% des sols sont ce qu'on appelle excavés, degendum, donc excavés et évacués. Ça reste, ça reste, euh, oui, ça reste la technique la plus utilisée et on peut le regretter, et en tout cas, je le regrette très fortement, mais ça reste comme ça. C'est comme ça, et c'est sans doute parce que les gens se disent, donc j'ai réglé mon problème à moi, le problème des autres ne me regarde plus. Mais enfin, en tout cas, c'est pas ce que nous on cherche, c'est pas ce que nous on veut atteindre. Nous, on trouve que c'est pas suffisant parce que ce qu'on veut, nous, c'est être au milieu. La stabilisation, c'est les techniques qui existent et qui font quoi? Qui vont prendre des terres et puis qui vont les mélanger avec un agent liant. C'est quoi un agent liant? Par exemple, du ciment, de la chaux, enfin, des cendres. Enfin, donc, ils vont faire en sorte que les PFAS qui sont dans le sol, au lieu de relarguer vers la nappe très vite, ils vont relarguer vers la nappe plus lentement. Donc, on ne va pas changer la molécule, on ne va pas changer, ils seront toujours là, mais simplement, au lieu de mettre, disons, 200 ans pour tout relarguer, ça va mettre 2000 ans. Mais donc, ça va juste relarguer plus longtemps. Voilà, c'est tout. Et donc, on a un peu gagné du temps. Ce n'est pas non plus une technique qui détruit les molécules. On a ce qu'on appelle le lavage des sols, soil washing, physico-chimique. C'est une technique un peu plus intrusive qui va prendre des sols et qui va commencer à les séparer, qui va séparer la partie sable de la partie argile, et puis qui va effectivement, comme ça se fait dans une pulpe, on mélange ça avec de l'eau, on va se retrouver avec une partie des PFAS qui aura été transférée vers l'eau, et une partie qui aurait été transférée vers des gâteaux de filtration, donc des films. 90% facilement du sol peut être facilement réutilisé parce qu'il n'y a plus beaucoup de PFAS dedans et on aura concentré les choses. Donc c'est une technique qui va relativement loin, qui concentre. Pareil, on ne touche pas à la molécule.
Ça reste toujours un PFAS, mais on en a moins. On a moins de volume. Donc, c'est quand même déjà pas mal. Ce qu'on faisait jusqu'à présent en désorption thermique, comme tu sais, notre technologie, on faisait un petit peu ça, mais de manière plus poussée. C'est-à-dire qu'on chauffait les sols, y compris avec les PFAS, et en chauffant les sols, on évapore les sols, et puis ce qu'on faisait, avec les PFAS évaporés, on les recondensait, on les remettait sur du charbon actif. C'est-à-dire qu'on les concentrait aussi, mais là, on avait plutôt 99% de récupération de recyclage du sol, et on avait des PFAS très concentrés dans du charbon actif. Mais là encore, on ne détruisait pas les PFAS, on ne détruisait pas les chaînes courtes. Et puis, il y a la technique de l'incinération. Donc, vous connaissez tous les incinérateurs. Dans l'incinération, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le sol dans son ensemble et on va le mettre dans un four et on va le chauffer à haute température. Alors, Donc on le brûle. on le brûle. Et c'est très important de comprendre qu'on le brûle. C'est-à-dire que, exactement comme dans un barbecue, on va le chauffer. Il va monter à 900 degrés, 1000 degrés. Et on va à ce moment-là bien détruire les PFAS. Et je reviendrai, mais, et c'est effectivement aujourd'hui une évidence, on ne va pas détruire les chaînes courtes et on va produire des chaînes courtes. Et tu as peut-être entendu parler aussi aujourd'hui des TFA, des chaînes ultra courtes, des précurseurs. C'est en partie lié au fait que quand on casse une chaîne de PFAS, on en crée des plus petites qui, elles, sont volatiles et qu'on retrouve dans l'air maintenant. Donc voilà un peu le lien. Donc l'incinération, elle détruit les PFAS, mais on ne peut pas dire qu'elle détruise des chaînes courtes. Donc voilà où on en est. Et j'expliquerai ça tout à l'heure. Et si on regarde, voilà, plus ou moins, aujourd'hui, 65% d'enfouissement, quand je mets 0% à côté, ça veut dire qu'il y a 0% de destruction. D'accord? 15% des terres qui sont stabilisées, 15% qui sont traitées en physico-chimie ou en lavage, 3% en désorption et 2% d'incinération. Voilà à peu près ce qu'on fait aujourd'hui, voilà l'état de l'art sur les sols. Aucune technique aujourd'hui ne détruit les PFAS quand on traite les sols. C'est pour ça qu'on en traite en fait pas beaucoup. Parce que je peux comprendre, si on a une technique qui est comme ça, on le fait quand on est vraiment obligé, si je veux m'en débarrasser, mais en réalité, on est quand même un petit peu moins. Et donc c'est quoi le but? C'est d'être là. Le but, c'est d'être pile poil au milieu, c'est d'avoir quelque chose qui fait les trois en même temps. Donc, qui permet en même temps de maintenir les fonctions du sol, de ne pas coûter trop cher et de détruire les PFAS et les chaînes courtes. C'est-à-dire de dire, OK, maintenant, ce polluant, qu'on appelle polluant éternel, parce que justement, il est tellement difficile à détruire, n'est plus un polluant éternel. OK. Et comme tu t'en doutes, c'est de ça que je vais te parler. Mais avant que tu vas dans les détails, explique-nous un peu la désorption thermique classique. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, quand on a commencé à faire la désorption thermique, enfin moi j'ai commencé dans les années 90, mais quand j'ai commencé à faire la désorption thermique in situ, la première idée, ça concerne un traitement qui s'adresse au départ aux hydrocarbures. Donc c'est quoi les hydrocarbures? Le cas classique que beaucoup de gens ont eu, c'est une citerne enterrée qui a fui. Et donc l'idée était de dire, je vais chauffer le sol avec un brûleur qui est là, et qui sont en fait deux tubes l'un dans l'autre. Et là-dedans, on fait circuler de l'air. Et quand on fait circuler de l'air dans un brûleur, qu'est-ce qui se passe? Le tube extérieur commence à être chaud. Et puis, il va être chaud 200, 300 degrés. Et petit à petit, par contact, il va chauffer le sol tout autour. Et en chauffant le sol tout autour, qu'est-ce qu'il fait? Le mazout, parce que c'est comme ça qu'on a commencé, le mazout, il va commencer à s'évaporer. Et puis, évidemment, et c'est là qu'il y a un deuxième, tube à côté qui, lui, est perforé. L'autre n'est pas du tout perforé, il n'y a rien qui rentre dans le sol. Et lui, il va commencer à aspirer ces vapeurs de mazout. Et donc, on voit ici en noir expliquer le mazout. Et puis, petit à petit, le mazout va arriver vers le tube. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que la magie intervient. Le mazout, quand il est arrivé sur le site à l'époque, c'était un combustible. Et puis, quand la citerne a fui, il est arrivé dans l'environnement ou dans le sol, on n'a plus appelé ça un combustible, on a appelé ça un polluant. Et puis, quand il ressort du sol, à cet endroit-là, nous, on le rebaptise un combustible. Et donc, on a développé et breveté des brûleurs qui permettent de réutiliser ce mazout comme combustible pour chauffer le sol lui-même. C'est comme ça qu'on a commencé, c'est comme ça que fonctionne la désorption thermique. La désorption thermique, au départ, ça sert à dépolluer les sols en les chauffant, et en chauffant le sol, on évapore le polluant, et donc on fait une séparation physique, et puis on traite le polluant. Quand c'est un hydrocarbure, c'est génial parce qu'on peut l'utiliser comme combustible. Et puis après, on a commencé à traiter plein d'autres polluants, notamment des PFAS, etc., mais sans les rebrûler, en les sortant du sol, ici, et puis en allant les condenser, les mettre sur du charbon actif, en allant les traiter à part. Donc, par exemple, on a traité des terres avec du mercure, au final, on sortait le mercure du sol, et puis on mettait dans des bouteilles de mercure, mais on ne le rebrûlait pas, évidemment. Et c'est seulement il y a 2 ou 3 ans qu'on a eu l'idée, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose pour les PFAS?
Donc c'est exactement... Mais ça, c'est le principe de base qui est appliqué un petit peu partout. Aujourd'hui, il y a des programmes, par exemple, comme Promase en Belgique, où on traite des citernes, des citernes à mazout. Donc, effectivement, c'est une technique qui est particulièrement bien appliquée. Il ne faut pas excaver, il faut pas... il y a beaucoup moins de nuisances que dans une excavation classique. Effectivement, on conserve les fonctions du sol pour faire ce genre de choses. Ok, donc tu nous expliques qu'on chauffe le sol pour que le polluant soit évaporé. Ouais. C'est quoi les températures d'habitude pour des hydrocarbures? Alors, là, encore une fois, hein, Pour les hydrocarbures et pour les PFAS. oui, alors pour les hydrocarbures, typiquement du mazout, on va monter à 250 degrés. Il y a des hydrocarbures plus lourds, on va monter à 300 degrés, des hydrocarbures plus légers, ou 200 degrés, ou 150 degrés suffiront. Il y en a même des solvants où 90 degrés suffisent. La renouée du Japon, par exemple, qui n'est pas un hydrocarbure, mais qui est une plante invasive, à 65 degrés, on la tue. Donc on tue les rhizomes. Donc voilà le genre de température. Donc on va adapter la température. Quand il s'agit des PFAS, c'est en fait un peu plus compliqué, enfin un peu plus compliqué. C'est plus difficile parce que les PFAS sont des molécules longues et relativement stables. Et donc, il faut monter assez haut en température pour les évaporer. Ici, voilà ce que nous disent les scientifiques. Voilà les températures auxquelles les PFAS sont volatiles. Et de gauche à droite, tu vas voir que, en fait, si tu repères un peu chacune de ces molécules, tu verras que les molécules sont de plus en plus lourdes. C'est-à-dire qu'elles ont de plus en plus d'atomes. Parce que forcément, plus elles sont lourdes, plus il faut de l'énergie pour les passer de liquide à gaz. Et forcément, plus elles sont courtes, et on ne va pas en dessous de 120 degrés, mais si on allait en dessous de 120 degrés, on trouverait les fameux TFA, le CF4, le CFC, donc les chaînes ultra courtes, parce qu'elles sont volatiles à température ambiante. Donc voilà un petit peu l'idée. À 100 degrés, on trouverait l'eau, bien sûr, mais donc voilà ce que la science nous dit en termes de température d'ébullition. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on va à une température, et nous, on y reviendra, on va se mettre à 350 degrés. Si on monte les terres à 350 degrés, encore une fois, sans les brûler, juste en les chauffant, comme dans un four de cuisine. Il y a une grande différence entre mettre mon plat dans un four de cuisine et mettre mon plat dans la flamme du barbecue. C'est pas pareil. Donc ici, on le met dans un four, donc on va juste chauffer. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On sait que tous ces PFAS-là, et bien entendu toutes les chaînes courtes, vont passer de la phase liquide à la phase vapeur. Donc ça, la première phase, on sait que ça fonctionne. Il n'y a pas de doute. Après, la question, ça va être qu'est-ce qu'on en fait et comment on empêche qu'elles arrivent évidemment dans l'atmosphère. Mais donc, en tout cas, ça, c'est la raison pour laquelle on peut séparer en chauffant. Donc à 350 degrés, on évapore. On évapore. Donc, on a fait la séparation. On a toujours les PFAS, Mais on a du sol. Mais maintenant, on a un flux de vapeur avec des PFAS. Qu'est-ce qu'on en fait? Je suis sûr que c'est la question que tu allais me poser. Exactement, j'allais te demander comment on les détruit. Voilà. Et donc là, maintenant, il y a une autre flèche. Ça va toujours de gauche à droite, mais si tu regardes attentivement, tu verras que c'est inversé. Qu'à gauche, maintenant, on a les PFAS les plus lourds et à droite, on a les PFAS les plus légers. Pourquoi? Parce que maintenant, on ne parle plus d'évaporer, mais on parle effectivement de détruire. Okay. Et là, maintenant, on rentre dans la chimie. Donc, on rentre dans la chimie. Jusqu'à présent, c'était de la physique. Passer de liquide à vapeur, c'est de la physique. Passer d'une molécule à une autre, c'est de la chimie. Et donc, ici, à gauche, je t'ai montré un PFAS classique. Je ne sais pas très bien lequel on a pris, mais disons un PFOA, voilà, je pensais bien. Et donc, voilà. Quand tu vois en gris, c'est un atome de carbone, en jaune, c'est un atome de fluor, et là, ça est un atome de soufre. Donc, essentiellement, voilà à quoi ressemble cette molécule. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire en voulant faire quelque chose avec cette molécule? On va essayer de la casser. Alors, c'est très facile. Tu vois bien c'est jamais que des liens, une longue molécule. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut casser des liens. Mais il y a des liens qui sont plus forts que d'autres. Les liens entre le carbone et le carbone sont les moins forts. Les liens entre le carbone et le fluor, c'est en chimie organique les liens les plus forts. Plus il y a de fluor, donc plus il y a d'atomes jaunes sur un atome de carbone, plus la liaison est électronégative, donc est forte. Donc plus ça va être compliqué de les casser. Et donc, ça se traduit comment? Par cette énergie pour arriver à les casser, ça se traduit par de la température. Ce que tu vois sur le tableau-là, c'est que de gauche à droite, il faut effectivement de plus en plus de température parce que tu vois qu'il y a de moins en moins de carbone. Et donc, tout à fait au bout, tu vois cette molécule-là, du tétrafluorométhane pour les spécialistes, mais donc du CF4, c'est 4 fluors, c'est la petite molécule qui est ici en dessous, c'est 4 fluors sur un carbone. C'est la molécule la plus stable qui soit. Okay. Et donc, tu vois qu'il faut monter à plus de 1400 degrés pour casser ce lien entre le carbone et le fluor. Alors que à 100 degrés, il y a déjà certains PFAS qui sont cassés. Mais en fait, ils sont cassés comment? On a juste cassé cette molécule, par exemple cette liaison-ci. Donc, d'une longue chaîne, on a fait 2 courtes chaînes. C'est ça le problème d'une incinération ou d'un chauffage partiel. C'est qu'on croit qu'on a détruit la molécule parce qu'on ne la mesure plus, mais en réalité,
on a juste fait 2 autres plus petites molécules ou 3 plus petites molécules qui sont en fait tout aussi dangereuses. Et comme elles sont volatiles, on ne les mesure plus, elles sont parties et on les trouve dans l'air. C'est ça qu'on a des problèmes d'une destruction partielle. Donc, le fait, pour pouvoir dire on a fait un bon traitement, il faut avoir détruit la totalité. Et pour ça, ce que la science nous dit, ben, il faut monter à plus de 1400 degrés pour être sûr de casser toutes ces chaînes. Ok. Mais donc, attends, on reprend. Tu ne montes pas à 1400 degrés dans le sol. Non. Tu montes à 350 degrés. Oui, tout à fait. Mais donc, 350 degrés, c'est déjà vachement chaud hein, pour un sol. Oui, alors effectivement, on peut le dire à 350 degrés, qu'est-ce qui reste avec le sol, quoi. Quand on a chauffé le sol à 350 degrés, moi j'ai souvent cru que le sol il était foutu, quoi. Bon, en tout cas qu'il était foutu. Le sol à 350 degrés, si vous mettez du sol dans un four, vous allez voir qu'après il va sortir sec, mais ça va être du sol. Là, toute la différence, c'est quand on met un sol dans un incinérateur, ce qui ressort, ce sont des cendres. La différence, c'est qu'un sol chauffé garde une structure ou une texture de sol. Ça reste un sol, la partie minérale du sol y est encore. Mais j'ai toujours cru qu'il n'y avait plus aucune matière organique. En fait, ce n'est pas vrai. On s'est rendu compte qu'on pouvait effectivement préserver les fonctions du sol, même quand il était monté très haut en température, donc pas très haut, 300, 300, 400 degrés, parce qu'il va garder sa structure, sa texture, et assez bizarrement aussi sa capacité à stocker du carbone. Et il ne faut pas... voilà, le plus simple, c'est une photo. Voilà un projet où on a fait un chantier de dépollution classique, thermique, on a chauffé le sol, et puis, un an après, on est revenu, et ce que tu vois à droite, c'est le même site un an après. Et qu'est-ce qu'on a vu? Que la partie qu'on avait chauffée, en fait, les plantes ont repoussé plus que sur la partie où on n'avait pas chauffé. Et donc, ça a été pour tout le monde une vraie surprise, parce qu'en règle générale, on ne retourne pas sur les sites. On a traité, c'est fini, c'est souvent des sites industriels. Mais là, on est retourné, et on s'est dit, c'est quand même incroyable. Et c'est là qu'on a commencé à étudier. On a dit, mais comment ça se fait? Et on sait maintenant comment ça se fait, parce que, évidemment, après ça, on est retourné sur d'autres sites qu'on avait fait, et on a constaté la même chose. Eh bien, ce qu'on fait, c'est quand on chauffe un sol de le détruire, la matière organique, par exemple une branche, des feuilles, des choses comme ça, elles ne vont pas s'évaporer, elles vont se coquéfier, elles vont former une sorte de charcoal, de charbon de bois, si tu veux. Mais ça, c'est un festin de nutriments pour la biodiversité, pour les plantes, pour les micro-organismes, même la faune du sol. Donc on va leur donner beaucoup de nourriture, et en même temps, quand on a fini de traiter, le sol, il reste relativement chaud, il reste à 30, 40 degrés, et ça reste comme ça pendant des mois. Et donc, en fait, on a créé un environnement idéal, à 30, 40 degrés, comme tu peux voir, c'est assez idéal, pour que les plantes poussent, et en plus, elles ont à manger. Donc, tout ce qu'on y met, tout ce qui arrive, etc., repousse à une vitesse absolument incroyable. Donc, c'est effectivement chauffer le sol ne le détruit pas. C'est vraiment très important. Contrairement à l'incinération, le chauffage du sol ne détruit pas sa fonction et peut être réutilisé après. Et effectivement, comme tu le vois, après, il y avait des choses qui poussaient, alors qu'avant, il n'y avait rien qui poussait parce que le sol était pollué. N'oublions pas que quand on traite un sol, il est d'abord pollué, donc il n'y a pas grand-chose qui pousse. Et après l'avoir chauffé, il y a effectivement beaucoup plus de choses qui poussent. Très clair. Bon, alors tu nous as parlé un peu théorie, physique, chimie, mais maintenant, concrètement, à quoi ça ressemble la dépollution des PFAS avec cette nouvelle technologie innovante? Alors, rapidement, je vais te montrer ce qu'on a fait à grande échelle dans un site qui est un site iconique au Danemark qui s'appelle Korsør, qui se trouve à peu près là, donc à l'est de l'île où se trouve Copenhague, qui est un centre de pompiers. Et c'est un site donc c'est un test de démonstration. Démonstration, ça veut dire grande échelle, pas un labo, pas un pilote, etc. Et ça a été fait avec l'Université de Copenhague, avec un laboratoire international qui s'appelle Eurofins, et sous la supervision du gouvernement danois et des 5 régions danoises, avec notre partenaire Arkil, avec qui nous travaillons depuis très très longtemps. Comment ça fonctionne? Quelle était l'idée sauvage qu'on a eue? On a dit, on va prendre des terres polluées au PFAS, donc sur un site d'entraînement ici, un site d'entraînement de pompiers, et qu'est-ce qu'on va faire avec ces terres? On va les mettre dans un conteneur. Pourquoi un conteneur? Parce qu'on a un environnement tout à fait fermé et bien isolé. Donc on a dit, OK, on va les mettre dans une boîte. Cette boîte fait à peu près 30, dans ce cas-ci, 32 tonnes. Là, je te passe un peu tout ce qu'on a mis comme instrumentation, mais essentiellement, voilà les brûleurs. Donc, c'est une boîte qu'on a ouverte et dans laquelle on va mettre des terres polluées au PFAS. On a mis ça, on l'a fait 2 fois, parce qu'on a fait 2 batchs pour dire on n'a pas juste eu du bol la première fois. Et une fois qu'on l'a fermé, on va allumer le chauffage. Alors, il n'y a rien, le chauffage, il est sur les parois, donc il est à l'extérieur, donc c'est les parois du conteneur qui chauffent. Et ce que tu vois là, c'est un peu le principe que je t'avais expliqué sur la destruction thermique classique. On applique exactement la même chose, une flamme, sauf que cette fois-ci, on a un brûleur qu'on a vraiment développé, qui est tout à fait spécifique et qui monte à 1400 degrés. Un brûleur normal va monter à 900 degrés.
Donc ici, on l'a fait monter à 1400 degrés. Rappelle-toi, c'était la température qu'il fallait atteindre pour être certain de détruire le plus lourd, enfin le plus compliqué de tous les PFAS. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait finalement que la flamme soit à 1400 ou à 900, ça ne change pas grand-chose. Le tube extérieur, il est chaud et il chauffe le sol de la même manière traditionnellement. On va monter jusqu'à à peu près 400 degrés. Et puis effectivement, les PFAS, on sait qu'ils s'évaporent à 400 degrés. On les récupère dans un deuxième tube qui est séparé et qui est perforé, comme on fait d'habitude. Et là, on le réinjecte dans la flamme. Et cette fois-ci, la molécule PFAS qu'on a sortie du sol, on va la faire passer à 1400 degrés parce qu'on sait qu'à 1400 degrés, le PFAS est détruit. Mais ce qui est très important, c'est que ce n'est pas le sol qui monte à 1400 degrés, c'est les vapeurs, c'est uniquement la molécule. Et donc, et comme ça, on sait que le PFAS sera détruit. En tout cas, c'est comme ça qu'on a conçu l'histoire. Et donc, c'est bien pour ça qu'on a fait ces deux grands batchs de démonstration pour montrer que ça fonctionnait et pour le prouver. Et là, on a eu l'occasion, effectivement, d'avoir tous les laboratoires possibles et imaginables qui ont pu faire analyser tout ce qu'on pouvait analyser. On a des backups, on a une quantité impressionnante d'analyses. On a des rapports de près de 600 pages avec des analyses dans tous les sens, parce qu'on voulait effectivement pouvoir analyser tout ce qu'on pouvait analyser. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Tu vois un peu ici à quoi ressemblent les choses, et voilà à quoi ressemble le sol après traitement. Et d'ailleurs, le sol après traitement, il y a une partie qui est ici dans les bureaux à Bruxelles, dans laquelle on a planté des tomates. Il y a une petite time-lapse qui va voir nos plants de tomates, et on espère qu'une fois qu'on les récoltera au mois d'août, on pourra effectivement... Non, d'abord, déjà aujourd'hui, on peut montrer que la tomate, elle pousse, donc c'est bien une terre sur laquelle les tomates poussent, mais qu'effectivement, il n'y aura pas plus de PFAS dans ces tomates-là que dans celles qu'on a dans le jardin de manière habituelle, parce que malheureusement, l'eau qu'on utilise pour arroser les tomates, elle n'est pas exemple de PFAS non plus. Donc voilà un peu voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on a fait. La question, c'est bien sûr les résultats. Est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Alors, il y a deux parties dans les résultats. Il y a d'abord, est-ce que le sol est propre? Le sol était fortement contaminé puisque c'était un site source, là où on avait fait de l'exercice de pompier. Donc, c'est là où il y a plus de PFAS parce que les pompiers, qu'est-ce qu'ils font toujours? Ils éteignent la sol avec des mousses et ces mousses arrivent toujours dans le sol. Donc, c'est bien là qu'il y en a le plus dans l'environnement parce que c'était la destination finale des mousses. La norme au Danemark, c'est 10 et 400 microgrammes dans les sols. On a fait 2 fois 9 échantillons, donc 9 échantillons à chaque batch. Et quand on regarde les résultats, ben, c'est pas compliqué. Tous les échantillons sont revenus avec des concentrations en dessous des milliers de détections. En soi, c'était pas une surprise, parce qu'on savait qu'à cette température-là, ben, forcément, les PFAS s'évaporent et sont propres. Donc ça, c'était pas une surprise, mais c'est toujours bien de le valider, de le confirmer. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qui se passe avec les gaz? Est-ce qu'on est en train de faire, comme d'autres, d'envoyer une partie de... Est-ce qu'on a vraiment détruit les Est-ce qu'on a vraiment détruit la molécule? Voilà. Ou est-ce qu'on a juste cassé la molécule et créé des TFA qu'on va retrouver dans l'environnement, etc. Ça, c'était la question essentielle. Alors, heureusement que ici, et vraiment, je rends hommage au gouvernement danois et aux régions, d'avoir à ce point aidé au financement de ce test, en ayant mis des sommes vraiment énormes pour pouvoir tout analyser. Il y a des échantillons qui sont partis en Allemagne, en Suède, aux États-Unis, enfin, un peu partout dans le monde. Tout ce qu'on pouvait analyser a été analysé. Et comment est-ce qu'on a pu faire ça? On a analysé les vapeurs qu'il y avait avant, donc les vapeurs qu'on sortait du sol, avant de les remettre dans le brûleur, et puis on les a mis dans le brûleur, et puis on a analysé les vapeurs après. On a même analysé ensuite, il y avait un backup, c'est-à-dire au cas où ça ne marchait pas, on avait encore un charbon actif. On a aussi analysé derrière pour être sûr que pendant toute la durée du traitement, ça a fonctionné. Et donc, on ne va pas non plus entrer trop dans le détail, mais on voit bien. Non, mais il y a des centaines de pages et les rapports sont disponibles. On a une chaîne YouTube où on explique, on a les aspects techniques, pour ceux qui sont intéressés vraiment par la technique. On a des webinaires beaucoup plus avancés et on prépare des capsules beaucoup plus spécifiques, mais on a aussi un rapport détaillé qui reprend tout ça. Donc c'est vraiment disponible, c'est ouvert, c'est pas une black box, on explique tout. Mais on voit qu'on a beaucoup de PFAS avant, ce qu'on appelle nous avant le rebirth, c'est des vapeurs qui sortent du sol, donc on en a beaucoup. Et puis après les rebirths, on voit qu'on n'en a plus. Non seulement les chaînes longues, donc les PFAS qu'on mesure, ce qu'on appelle les analyses target, les 32, mais aussi les chaînes courtes. Et alors, ce que tu ne vois pas bien, mais tétrafluorométhane, ça c'est le CF4. Donc le fait d'avoir un CF4 qui est non détecté, et forcément tous les autres sont non détectés, c'est la preuve on va dire, c'est la preuve que la science est, correcte, que la chimie marche. Mais bon, c'est quand même toujours bien de voir qu'on peut appliquer ça et que la technique fonctionne et qu'effectivement, on l'a pas. Et c'est pas une fois, c'est déjà 2 batchs complets qui ont sorti ces résultats. Et donc ça, maintenant, on peut vraiment dire qu'on a une technique qui traite les sols et qui détruit les PFAS et les chaînes courtes, et ça à un prix abordable, quoi. Voilà. Ok, c'est super innovant et disruptif. Mais donc tout ça, ça a l'air de consommer beaucoup d'énergie, chauffer le sol,
chauffer à 1400 degrés. C'est quoi la quantité d'énergie qui est nécessaire à un tel traitement? Je sais parce qu'on me dit souvent, mais enfin, ça doit consommer énormément. Et alors on dit, mais c'est abordable, ça veut dire quoi abordable? Abordable, on a des idées de coûts, on est à peu près dans les coûts actuels. Ça coûte pas plus cher aujourd'hui que d'évacuer ça coûte à peu près le même prix que d'évacuer en maison d'échappe. On se pose la question, pourquoi est-ce qu'on continue à le faire? C'est tout nouveau, ceci, hein, mais pour répondre à ta question sur l'énergie, c'est un point important. Combien on consomme? Je veux simplement faire la comparaison entre un système, on va dire, conventionnel, avec les brûleurs qu'on avait jusqu'à présent, et puis ce système-là. Là, tu vois à gauche un traitement que, si je m'abuse, tu connais bien, parce que c'était le traitement d'agent orange de dioxine qu'on a fait au Vietnam. En moyenne, on cherche à atteindre la même température, donc 350 degrés. Et on consommait 6 kWh par jour par tonne. Voilà, garde ça comme idée en tête. 6 kWh par jour par tonne, et il fallait 60 jours pour arriver à la température. Donc au total, tu calcules bien, 360 kWh par tonne. KWh, c'est l'unité d'énergie. Dans le cadre de PFAS, on est dans un conteneur, on est beaucoup plus isolé. Mais on a des brûleurs qui vont à 1400 degrés et pas à 900 degrés, donc tu dis, bah, ils vont consommer plus. C'est vrai, ils consomment 25 kWh par jour par tonne. Donc c'est des brûleurs qui consomment beaucoup plus. Mais le traitement était fini en 12 jours. Et donc quand tu fais le calcul, 12 fois 25, c'est 300 tonnes. 300 kWh. Donc en fait, on consomme moins. Ça semble paradoxal, mais quand tu viens avec un brûleur plus puissant, en fait, tu consommes moins d'énergie. Et ce qui fait le coût, c'est l'énergie. Ce qui fait l'impact CO2, c'est l'énergie, c'est pas la puissance. Et donc c'est parce qu'on a mis des brûleurs plus gros mais que toute cette énergie n'est pas perdue, parce qu'elle sert à chauffer le sol, elle est concentrée et ça va beaucoup plus vite. Et voilà pourquoi on dit que c'est une technologie qui est abordable, parce qu'elle ne consomme pas plus, bien que paradoxalement, on dit, oh, 1400 degrés, alors qu'incinérer à 1400 degrés, ça coûte une fortune, pour autant que ce soit possible, parce qu'effectivement, là, ça demande énormément d'énergie, parce qu'elle ne peut pas être récupérée, et comme nous, on la récupère, quoi. Ok, bah du coup, vu qu'on commence à déjà avoir bien dépassé notre timing, j'ai peut-être une dernière. Je pense que je suis bavard. Non, mais on a pris le temps de bien expliquer et je pense que c'est super. Mais dernière question, alors, en quoi cette technologie est vraiment révolutionnaire? Ah, si tu fais le compte maintenant, tu vois, tu dis, on a pour la première fois, et on voit très clairement, la réaction de l'ensemble du marché confirme qu'il n'y a pas d'autres technologies qui permettent de rejoindre ces trois éléments de base. Éliminer les PFAS. On a prouvé qu'on détruisait la molécule et qu'on détruisait les chaînes courtes. Et on ne l'a pas fait simplement en disant, regardez avant, après, parce que ça avait été fait avant. Quand tu analyses 22 PFAS avant, 22 PFAS après, il n'y en a plus après, il y en avait avant. On s'est rendu compte qu'en réalité, tu niais la chimie qui disait que tu avais transformé ça en autre chose. Donc ici, on ne transforme pas ça en autre chose. On le fait, non pas avec une boîte noire, on ne regardez pas ce qu'il y a dedans, mais on ouvre la boîte et effectivement, tous les spécialistes nous disent, ah ben oui, c'est sûr que ça fonctionne. C'est évident, on comprend pourquoi. Non seulement on le prouve, mais on explique pourquoi, ce qui est beaucoup plus convaincant. Donc la première partie, c'est vraiment révolutionnaire de pouvoir le faire et dire on élimine les PFAS. On a prouvé qu'avec la consommation d'énergie et la façon de faire, on est vraiment dans un coût qui est celui du traitement d'une terre polluée normale, donc c'est abordable. Et enfin, et on le voit avec nos tomates qui poussent allègrement aujourd'hui, on préserve les fonctions du sol. Ce n'est pas un sol qu'on a détruit. Et donc je crois qu'au final, la combinaison de ces trois, on est tout seul là au milieu. Et donc c'est vraiment une technologie complètement disruptive, enfin c'est une vraie percée technologique qu'on a fait, et quand même qu'on n'a pas fait tout seul, parce que comme tu sais, beaucoup de gens ont contribué à ça. Il a fait parfois très froid quand on a fait ces tests. Et quand même, merci aussi à tous ceux qui se sont bougés pour faire réussir ça, même si on croyait que l'idée était un peu folle au départ, au final, on y est quand même arrivé, quoi. Super, bah merci Yann, très clair. Alors désolé pour un peu le temps de présentation qu'on a un peu, qu'on a un peu étendu. N'hésitez pas du coup à poser vos questions dans la conversation de la réunion dans le chat. On a déjà une première question, Yann. C'est un particulier qui habite dans le Brabant wallon et qui a découvert la présence de PFAS dans son jardin de 200 mètres carrés et demande si la technologie pourrait intervenir dans son cas et à quel coût. Alors, je vais décevoir cette personne parce que au départ, c'est une technologie qui va surtout s'appliquer, qui a plus de sens de s'appliquer dans les zones sources, des zones avec des fortes concentrations. Je crois que la problématique des PFAS dans les jardins, elle est énorme parce qu'il y en a partout. Et donc, il va falloir trouver une solution pour soit les ramener quelque part et les concentrer, mais
si on devait commencer à excaver cette terre dans tous les jardins, on n'en finirait pas. Donc je pense que la logique est d'abord de dire où se trouve la plus grande quantité de PFAS, et d'abord traiter ce problème-là. Et effectivement, le problème, c'est que dans mon jardin, j'ai des PFAS dans mes sols, donc du coup, je me pose évidemment des questions légitimes sur mes légumes, les œufs de mes poules, la qualité de mes sols. C'est une évidence. Mais on est plutôt dans une solution structurelle ici pour dire arrêtons la source, quoi. Arrêtons quand quand on saigne, arrêtons d'abord le saignement et puis commençons seulement à laver les taches. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de taches, mais aujourd'hui, on s'est surtout consacré, on passe son temps à laver les taches, mais on n'a toujours pas arrêté le saignement. Donc ici, on est plutôt là pour dire arrêtons d'abord la source et puis effectivement, on verra. Mais peut-être que plus tard, on aura des systèmes qui seront encore plus efficaces pour aborder ce genre de choses. Mais on n'y est pas encore aujourd'hui. Donc je pense que ce n'est pas vraiment à ça qu'on va s'aborder au départ. Et alors, on te demande aussi le coût, parce que comme tu dis, l'idée c'est de s'attaquer à la source. Aujourd'hui, qui paye les charbons actifs Alors c'est une très bonne question parce qu'il y a une question, on va dire, éthique là derrière. Je me rappelle dans le schéma que j'avais présenté tout au début, dans le contexte des PFAS, qu'est-ce qu'on a? On a une partie, si tu veux, de PFAS qui sont produits par les producteurs, et puis il y a une partie qui est sur le site même, et puis in fine, ça arrive dans le sol, dans la nappe, puis ça arrive dans les autres surfaces, et puis ça arrive dans les captages, et puis on les filtre. Aujourd'hui, le gros coût pour la société des PFAS, c'est dans la filtration de l'eau qu'on boit. Le charbon actif. Le charbon actif, etc. Et qui paye ça? Toi et moi, les consommateurs de l'eau. Donc tout ça est intégré dans le prix de l'eau. Donc la charge des PFAS revient aux consommateurs. Ici, on s'adresse, on va dire, aux producteurs, on va dire aux pollueurs, entre guillemets, en disant, maintenant, si chez vous, il y a des fortes concentrations, il est normal que vous en preniez soin tout de suite, pour autant que les autorités l'imposent, mais je pense qu'elles devraient le faire et qu'elles vont le faire, et qu'elles le font d'ailleurs. Et là, on va non plus dire aux contribuables de payer, mais forcément, c'est sur le site de quelqu'un, on a un pollueur, on a un principe de base du pollueur-payeur. Donc, notre solution est plutôt dans une logique de dire, ben, celui qui a pollué, il peut payer puisque c'est identifié. Parce qu'aujourd'hui, on a forcément un système un peu injuste qui fait que tant qu'on ne fait rien, ça continue à couler. Et celui qui pollue, finalement, n'est pas trop. Voilà. Alors, soyons honnêtes, hein, ils se bougent beaucoup parce qu'ils savent qu'au final, ils vont devoir le faire. Donc, plus vite ils le feront, mieux c'est. Mais bon, voilà, c'est aujourd'hui la situation. Donc, quand on dit qui paye, nos solutions sont plutôt dirigées vers ceux qui ont des sites fortement concentrés, mais il est aussi important de lancer le signal, de dire que dès qu'on aura traité cela, il y aura aussi beaucoup moins d'eau à traiter, parce qu'on aura éliminé la source, quoi. Donc, il y en a beaucoup moins d'eau polluée qui viendra, quoi. Donc, c'est la logique de commencer à guérir plutôt que de soigner le symptôme, quoi. Et donc, il faut qu'au niveau politique, on s'attaque vraiment à ces sources. Oui, oui, et c'est la poule et l'œuf. Je comprends le politique qui dit, ben, jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de solutions. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était les excaver et les mettre dans une décharge ailleurs. C'est vrai que d'un point de vue sociétal, c'est de l'argent jeté par la fenêtre, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, qu'il y a des solutions, je pense il faut maintenant encore sans doute travailler dessus pour les affiner, pour les optimiser, etc. Mais maintenant, il n'y a plus d'excuses pour ne pas le faire, quoi. Donc, on est plutôt, nous, à lancer un message aux politiques en disant, on a fait notre travail d'ingénieur, on apporte des solutions, elle est validée, elle est traitée, elle fonctionne bien, elle est abordable. Maintenant, c'est à vous à imposer la dépollution, forcément, puisqu'on ne peut pas faire. Sinon, on est là, on a fait notre travail pour rien, quoi. J'ai une personne ici qui demande c'était quoi la quantité de terre durant l'essai au Danemark? 2 fois 32 tonnes. 2 fois 32 tonnes, Ouais. ok. Et donc, une autre question qui me demande, est-ce qu'on peut l'appliquer, cette méthode, autrement qu'en conteneur? Alors, pour l'instant, pas. C'est-à-dire que Ouais. j'ai beaucoup de questions, est-ce qu'on peut l'appliquer sans excaver? La réponse est non, on est encore à des années de ça, au niveau de la recherche, parce que jusqu'à présent, on ne sait pas techniquement le faire autrement que dans un conteneur, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont autour sur justement ces brûleurs qui montent à 1400 degrés. C'est facile à expliquer, c'est moins facile à faire et à mettre en œuvre. Donc, aujourd'hui, alors, c'est des conteneurs plus grands, hein, c'est des unités de 200 tonnes et on peut en avoir plusieurs, etc. Donc c'est très modulable, mais on doit encore excaver les terres. On ne peut pas le faire sans l'excaver. Ok. Et du coup, j'ai encore plusieurs questions du coup sur la géomécanique des sols ou la biodiversité des sols. Donc, si tu peux peut-être un peu repréciser. Alors, sur la géomécanique, on n'a pas de. En fait, on ne change pas
on n'améliore pas et on ne dégrade pas la structure et la texture du sol. Donc après traitement et après réhumidification, le sol il est ce qu'il était. Un sol qui était peu porteur, il sera peu porteur. Un sol qui était très porteur, il était porteur. N'oubliez pas qu'on a excavé les terres, donc il y a aussi une partie de portance qu'on perd par définition parce qu'on excave. En ce qui concerne la biodiversité, je pense que je l'ai montré tout à l'heure, après le traitement, le sol est riche en nutriments sous forme de biochar et il est encore relativement tiède, donc on va dire qu'il est à 40 degrés. Et donc, on a un substrat idéal. Il a gardé sa structure, sa texture. Donc, minéralement, il est prêt. Et donc, on a pu voir et on a pu constater il faut compter une saison pour qu'on récupère la totalité de la biodiversité et des fonctions totales du sol. Il faut compter une saison. Donc, ça ne se fait pas immédiatement, mais ça revient très vite. OK. On me demande aussi la concentration initiale en PFAS dans les tests traités au Danemark. Alors, entre 200 et 1100 microgrammes par kilo. Donc, voilà. Donc, c'est des concentrations qui sont vraiment typiques de sols fortement concentrés sur des sites d'entraînement de pompiers, des aéroports et des choses comme ça. C'est typiquement ce qu'on rencontre. Et alors, une autre question ici sur le prix de revient en mètre cube. Alors, évidemment, c'est encore au début. On pense qu'on va être, comme je disais, aux environs entre 100 et 150 euros par tonne, ce qui est à peu près le prix qu'on paye aujourd'hui pour faire de la mise en décharge, pour faire du traitement par lavage. Mais voilà, il y a encore des tas de choses à améliorer, encore un peu d'incertitude. Donc, on sait que ça fonctionne. On n'a pas encore un push, un plug and play complet. Donc, mais c'est cet ordre de grandeur-là, en tout cas. OK, merci Yann. Alors, je suis désolée si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions parce qu'on en a encore reçu quelques-unes, mais vous pouvez nous contacter, on se fera un plaisir de répondre. Ce webinaire a été enregistré, enfin est enregistré en ce moment, et donc il sera disponible sur YouTube déjà dès cet après-midi. On me demande les slides, mais donc il y aura carrément toute la présentation. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube, comme disait Yann pendant la présentation. Ici, c'est un webinaire plutôt vulgarisé pour essayer que tout le monde puisse comprendre vraiment ce qu'on a fait. Mais s'il y a des personnes qui sont plus intéressées ou qui s'y connaissent techniquement, on en a fait un autre la semaine passée qui est déjà disponible sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller suivre notre chaîne. Et alors, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de répondre à toutes celles auxquelles on n'a pas pu répondre maintenant. Ouais, donc, on essaie d'être didactique et aussi pour celles et ceux qui veulent vraiment se plonger dedans, il y a aujourd'hui déjà pas mal de choses qui sont disponibles, y compris même un rapport. Et le rapport du projet. Donc, si vous allez sur le webinaire technique qui est disponible déjà sur YouTube, et celui-ci le sera cet après-midi, vous allez voir des liens pour pouvoir downloader le rapport et effectivement toutes les informations. N'hésitez pas à nous contacter. Comme je disais, ce n'est pas une black box, c'est vraiment une technologie assez ouverte. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de brevet, bien sûr que tout ça est breveté, bien sûr qu'on a déposé les brevets, mais ça ne nous empêche pas d'expliquer comment ça fonctionne. Et comme ça, au moins, on peut comprendre et être beaucoup plus convaincu qu'effectivement ça marche, puisqu'on explique comment. Ce n'est pas juste de la magie. Merci beaucoup, Yann. Merci, Aline, et merci à vous de nous avoir suivis. Et bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir.